Lancement ce 1er février du projet routier Bamako-Koulouba-Kati. L'infrastructure routière d'une trentaine de kilomètres va coûter environ 95 milliards de francs CFA sur budget national. Les travaux ont été lancés ce matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On en parle dans un instant. Retrait des pays membres de l'AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Premier ministre a rencontré hier les opérateurs économiques de notre pays. Ces derniers ont été édifiés sur le bien fondé de cette décision. Jeudi 1er février, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a lancé ce matin à Kati les travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati, RR9, de réhabilitation de la bretelle d'accès à l'hôpital du Point G, d'aménagement de 7 km de voirie urbaine dans la ville de Kati et d'aménagement en 2x2 voies de la section Petrobama-Samé-Kati de la RN3. Le projet de construction contribuera à améliorer le confort et la sécurité des usagers, à faciliter davantage l'accès aux hôpitaux du Point G et de Kati, à assurer la fluidité du trafic sur les axes. Le coût de réalisation s'élève à environ 95 milliards de francs CFA et c'est l'entreprise COVEC qui est chargée de l'exécution des travaux pour un délai de 3 ans. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions avec Garibou Pérou et Adama Kamara. Retrait des 3 pays de l'AES de la CEDEAO, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le Conseil national du patronat du Mali et le ministère de l'Industrie et du Commerce veulent en faire une opportunité pour le développement de notre pays. Telle est la substance des différentes interventions lors de cette rencontre d'échange et d'information initiée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Reportage Mamari Koné. Le secteur privé dans son ensemble salue la décision de retrait de notre pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La preuve, cette forte mobilisation à la rencontre d'information et d'échanges avec le Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la Chambre des commerces et d'industrie du Mali s'est réjoui de la promptitude du gouvernement à expliquer les contours de cette importante décision. Nous allons voir ensemble s'il y a des difficultés pour y faire face. Nous travaillerons avec les services techniques comme la douane, le commerce et la concurrence. Je demande à tous les opérateurs économiques, aux industriels et à tous les secteurs privés de se donner la main pour que ça se passe bien pour notre pays. Le secteur privé, en tant qu'acteur majeur de l'économie malienne, prend acte de cette décision politique et présume que nos décideurs politiques ont déjà bien analysé les enjeux, les conséquences économiques et les avantages que notre pays et sa population pourraient en tirer. Les groupements professionnels membres du CNPM ont commencé à remonter à leur fêtière leurs préoccupations et leurs suggestions. Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, cette décision historique qui s'inscrit dans le cadre des principes qui guident désormais l'action publique au Mali marque une étape importante dans la vie de notre nation. Après la souveraineté territoriale et sécuritaire, après la souveraineté diplomatique, maintenant, ici, la souveraineté économique vient d'être sonnée et c'est cette bataille de la souveraineté économique qui va être engagée tout à l'heure. Nous, gouvernement, et vous, opérateurs économiques, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est l'opérationnalisation et la mise en œuvre de cette décision. Nous sommes dans du pratico-pratique. Le ministre Diallo a remercié le secteur privé pour son patriotisme en répondant massivement à l'invitation du chef du gouvernement. Le gouvernement est prêt. Il y a un certain nombre de préoccupations que le gouvernement va traiter dans les prochains jours et qui va être le socle de toutes les actions que nous allons mener.
Il s'agira d'assurer à notre pays la stabilité et la régularité de l'approvisionnement de notre pays en produits énergétiques, en produits pharmaceutiques, en produits de première nécessité. Il s'agit d'assurer à notre pays la lutte contre l'inflation. Le secteur privé sort de cette rencontre avec le maximum d'informations sur 2 sujets d'actualité, à savoir la fin de l'accord d'Alger et le retrait de notre pays de la CEDEAO. Oui, le Premier ministre a expliqué le bien fondé de la sortie du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aux opérateurs économiques de notre pays. Au cours de cette rencontre, bien sûr, l'occasion a été également saisie par le chef du gouvernement pour parler des raisons qui ont motivé le rejet de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'essentiel de l'intervention du Premier ministre avec Aloussine Touré. Le 28 janvier 2024, les 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Suite à cette décision, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres extraordinaire pour partager avec l'ensemble des membres du gouvernement les raisons profondes qui ont présidé à la prise de décision des chefs d'État de l'AES. Aussi, un comité de pilotage de haut niveau a été mis en place pour gérer les aspects positifs et négatifs de cette sortie. Aux opérateurs économiques, le chef du gouvernement a demandé d'être confiants et résilients comme ils l'ont été au moment de l'embargo de la CEDEAO. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais que cette décision mûrement réfléchie, que je suis en train d'exposer devant vous, parce que vous êtes l'une des chevilles ouvrières de l'État malien. Si vous entendez souveraineté militaire, oui, mais la souveraineté économique, celui qui ne l'a pas, vous êtes en train de parler. Pour avoir la souveraineté économique, vous ne pouvez pas le faire sans un accord, une complicité positive avec le monde des affaires. Et c'est pour cela que j'ai décidé, dans le lot des forces vives de la nation, qu'il faut rencontrer et leur expliquer ce qui se passe. Il fallait commencer par vous. Notre réussite, en grande partie, dépend de vous. L'AES aujourd'hui, mesdames et messieurs, doit être confiante en l'avenir. C'est 70 millions d'habitants, selon les statistiques de la CEDEAO. Son poids économique, dans les échanges, on nous a fait comprendre que c'est des pays pauvres. Attendez, dans 5-6 ans, vous verrez qui est le plus riche. Il faut aussi noter que les 3 pays restent membres de l'UEMOA. Pour le moment, ils bénéficient donc de la liberté de circulation au sein de tous les pays de l'UEMOA. L'accès à la mer reste donc valable à travers nos pays frères, pour ceux qui voudraient bien qu'on exerce cette fraternité. L'autre sujet qui a été développé par le Premier ministre, c'est la sortie de l'État malien d'un accord de paix et de réconciliation qui n'a jamais marché. Le gouvernement du Mali, après un long et lourd investissement politique et financier, après une patience à toute épreuve qui aura duré près de 9 ans, pour un accord censé clôturer en 2 ans, a dû constater le 25 janvier 2024 à son corps défendant l'inapplicabilité de l'accord pour enfin déclarer sa caducité. Cette décision du gouvernement du Mali, sous la haute conduite de son Excellence le président de la transition chef de l'État, est une décision responsable, hautement patriotique, j'allais dire historique. Longtemps, les Maliens en parlaient. Elle découle de plusieurs constats. D'abord, celui de la mauvaise foi manifeste des mouvements signataires de l'accord, qui s'en sont écartés et éloignés depuis fort longtemps, rendant ainsi sa mise en œuvre quasi impossible. En effet, ils se sont négativement illustrés à travers des actes de provocation et de belligérance, comme cela a été constaté pendant tout le processus de retrait de la MINUSMA, des emprises que les forces des Nations Unies occupaient dans le nord de notre pays, et leur réoccupation par nos braves forces armées de sécurité, dont je salue ici le courage et la bravoure. Le Premier ministre a également évoqué et dénoncé le rôle trouble du régime algérien, alors même que le Mali a été pour beaucoup dans l'aboutissement de la guerre d'indépendance de ce pays frère. La décision du gouvernement par rapport aux défunts accords est aussi la conséquence logique du comportement de la République
sœur d'Algérie, chef de file de la médiation internationale, qui a sapé sa crédibilité et son autorité de médiateur impartial dans la gestion d'une série d'actes dont les plus récents sont, je cite de façon non limitative, l'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien des citoyens maliens subversifs et des citoyens maliens poursuivis par la justice de notre pays pour actes de terrorisme. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires du défunt accord, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. Vous avez ensuite la volonté des autorités algériennes de vouloir maintenir le régime de sanctions des Nations Unies contre le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés, la Fédération de Russie, s'y opposait dans l'intérêt supérieur du Mali, qui a demandé et obtenu de l'ONU la fin du régime de sanctions. En tout cas, conclura le Premier ministre, le Mali fait face à son destin et mettra tout en œuvre pour parvenir à sa souveraineté. Tous les citoyens sont invités, chacun en ce qui le concerne, à jouer leur partition. Les acteurs et partenaires de l'assainissement se sont concertés ici à Bamako. La rencontre avait pour but de formuler des recommandations pour l'opérationnalisation du Comité national de suivi de la biodiversité dans le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali. Reportage Agibou Koulibaly et Abdoulaye Diarra. L'ONG BirdLife International vient de signer une convention de partenariat avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte du Mali. Cette convention vise à appuyer l'agence dans le suivi de la biodiversité au niveau de l'espace de la Grande Muraille Verte en facilitant l'intégration de la biodiversité dans ses programmes et projets. Avant le démarrage des activités, les acteurs se concertent à Bamako pour identifier les structures qui interviendront dans le suivi de la biodiversité. Ils mettront aussi en place un comité national. La cohérence de l'activité réside surtout dans les fondements du concept de l'initiative Grande Muraille Verte qui, d'un simple projet de reboisement, a évolué vers un concept plus intégrateur et holistique, s'adossant à 3 grandes conventions des Nations Unies, à savoir la Convention sur la lutte contre la désertification, celle relative à la lutte contre les changements climatiques et enfin la Convention sur la biodiversité. Le ministre en charge de l'environnement se réjouit de cette collaboration de l'ONG BirdLife International et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte du Mali pour la concrétisation de la mise en place du comité national à travers une convention. Cette convention prévoit les axes majeurs suivants. La restauration des paysages et écosystèmes terrestres, le renforcement des capacités des institutions, des organisations locales et nationale de conservation de la biodiversité, l'exploitation et la diffusion d'informations sur le statut et les tendances des oiseaux et de leurs habitats par le biais de la recherche collaborative et du partage d'informations, de bonnes pratiques et de leçons. À la fin des travaux de 2 jours, les participants formuleront des recommandations pour l'opérationnalisation du Comité national de suivi de la biodiversité dans le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali. Réfléchir et mettre en place un plan de transition énergétique pour le grand bonheur du secteur agricole. C'est la mission assignée à un groupe de travail sur la transition énergétique mise en place par Yes Inc. Mali. On en sait davantage avec Boukari Koulibaly et Oumar Traoré. Autour des plats de Tchéboudienne, les membres du groupe de travail sur la transition énergétique échangent sur la problématique. Cette première rencontre s'articule autour de plusieurs points à savoir: comment la transition énergétique et la connectivité apporteront des technologies et solutions avancées permettant aux agriculteurs de nourrir notre population croissante tout en redoublant leurs empreintes environnementales. Nous sommes appelés à savoir comment les groupes de travail pour la transition énergétique prévoient d'apporter la connectivité et la transition énergétique au monde agricole dans le but de faire fonctionner des machines de transformation des produits agricoles d'ici 2030. Avec l'accroissement de la population, la transition énergétique s'impose comme un impératif pour faire face au défi alimentaire mondial, d'où la mise en place de ce groupe de travail qui doit réfléchir sur la question.
Le groupe de travail est appelé à aider les intervenants techniques, les membres ayant des responsabilités liées à la transition énergétique et à l'autonomie alimentaire en termes de cartographie du développement, sur le sujet d'information et d'éducation sur les solutions et approches appliquées de développement de l'expertise interne. Cet atelier déjeuner est consécutif au premier forum des producteurs et acteurs agricoles tenu du 8 au 13 janvier dernier. À l'issue de cette rencontre, un plan de transition énergétique devra être élaboré et soumis aux autorités du Mali. À Sikasso, c'est le rapport provisoire de collecte des données sur l'évolution des conflits liés à la mobilité des animaux et à l'accès aux ressources naturelles qui a été validé hier par les préfets des 7 cercles de la région, les représentants des services techniques, les éleveurs et autres acteurs. L'atelier était organisé par le PRAPS de Mali et le SILS. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. Les rapports provisoires de collecte de données sur l'évolution des conflits liés à la mobilité des animaux et à l'accès aux ressources naturelles dans la région de Sikasso est une étude réalisée par les services techniques de la santé animale et de la production animale. C'est dans le cadre des activités du PRAPS 2 et du SILS. Depuis 2015, il y a beaucoup d'investissements quand même par rapport à la gestion des ressources naturelles et à la gestion des ressources pastorales, les investissements tels que la réalisation des retenues d'eau, les marchés à bétail, et le cadre de dialogue multi-acteurs, le dialogue au niveau pour la transhumance transfrontalière. Normalement, tout cela devait concourir quand même à réduire quand même les conflits et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. La validation du rapport sur l'évolution des conflits liés à la mobilité des animaux et à l'accès aux ressources naturelles regroupe les préfets des 7 cercles de l'ancienne région administrative de Sikasso, les services techniques, les représentants des chambres locales d'agriculture, des commissions foncières et des éleveurs. En examinant de près les dynamiques de conflit, nous sommes mieux équipés pour développer des solutions durables et promouvoir la coexistence pacifique. Je tiens à saluer les efforts déployés par l'unité de coordination régionale du PRAPS 2 SILS pour avoir orchestré cette démarche collaborative. La rencontre d'une journée est consacrée à des discussions et des amendements dans le but d'améliorer et de valider les documents. L'équipe médicale de la police nationale de Kidal a reçu un important lot de produits pharmaceutiques de la part de la coalition des jeunes de Kidal. Détail avec Idrissa Djibrila Maïga. La coalition des jeunes de Kidal ayant pour slogan « Le changement c'est nous » vient de faire un don d'un lot de médicaments très important au profit de l'équipe médicale de la police nationale de Kidal. En tant que président de la coalition des jeunes de Kidal, me retrouver aujourd'hui dans cette salle à l'honneur de cette association qui, déjà dans son intitulé, est là non seulement pour accompagner la transition, mais aussi pour pouvoir apporter tout ce que nous pouvons. Cette donation s'inscrit dans le cadre de partenariats très intenses et fructueux des populations et leurs outils de défense. La coalition des jeunes de Kidal nous ont montré, de par ces dons, qui se préoccupent particulièrement de leur sécurité. Et nous ne pouvons que les remercier car ça établit un lien dans le cadre de la police de proximité. Certes, le geste est modeste, mais combien de fois significatif, preuve que la collaboration entre les populations de la région de Kidal et leurs outils de défense est au rendez-vous. Et ici à Bamako, c'est l'ambassade de Chine qui a offert des fournitures scolaires et des jouets aux élèves du jardin et de l'école fondamentale Malik Gueye-Fall. Awa Adaman Koulibaly et Tayeb Adiawiakoui pour le compte-rendu. C'est dans une ambiance festive que l'école fondamentale Malik Gueye-Fall accueille la délégation de l'ambassade de la Chine. Ce mercredi matin, les tout-petits sont à l'honneur. Le centre de développement de la petite enfance de l'établissement reçoit des jouets et matériels pour soutenir l'éducation de cette frange et améliorer l'apprentissage des enfants. Tous les jours, on peut entendre les rires des enfants. Alors leur dynamisme et leur potentiel nous montrent un avenir prometteur pour le Mali. Nous espérons que les enfants profitent bien de l'opportunité précieuse
de l'éducation à l'école en acquérant bien des connaissances pour devenir un jour des piliers de la construction du pays. Cette donation rentre dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois qui débute le 10 février. Les responsables, après réception du lot d'articles, n'ont que des mots de remerciement. On est très contents et très fiers de recevoir ce don et qui représente vraiment beaucoup pour les enfants. C'est un agréable plaisir pour nous, élèves du jardin et de l'école, de recevoir ce matin Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine pour venir nous offrir des cadeaux. Cela fait une trentaine d'années que les deux maisons cohabitent à l'hippodrome. Une relation de voisinage à entretenir, comme disent les Chinois, mieux vaut un voisin proche qu'un parent éloigné. Un rappel de son Excellence, M. Shen Ziong. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanyan Aliou Traouri. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.